J'ai saisi cette occasion qui m'est offerte par la ville de Paris, la mairie de Paris, pour porter à la veille de la COP ce message poignant des pays du bassin du Congo. Nous ne sommes plus simplement des politiques, nous sommes devenus des techniciens. Parce que nous avons compris les enjeux du climat aujourd'hui. Aidez-nous à vous aider. L'Afrique ne peut pas rester pauvre pour que les pays riches vivent bien. Ce n'est pas possible. Tous les besoins qu'il y a dans le cadre de cette urgence climatique aujourd'hui, nous, pays du bassin du Congo, sur initiative donc, du roi du Maroc, en marge de la COP 22 qui s'était tenue à Marrakech, il avait proposé aux 54 États africains 3 commissions dédiées sur les questions de changement climatique. Il y a la commission des États insulaires, il y a celle de la commission climat du bassin du Niger et celle de la commission climat du bassin du Congo, qui est présidée par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Et moi, j'en suis la coordinatrice des 16 États. Et nous avons réussi donc à avoir un plan d'investissement, un portefeuille, un pipeline de projets, issu quand même, pas des moindres, c'est qu'il y a une démarche innovante, de ce qu'on appelle les contributions déterminées nationales de nos États, qui portent les problématiques du climat aujourd'hui, une obligation faite pendant la COP 15, plutôt la COP 21 en 2015, tenue à Paris. Aujourd'hui, Paris a été l'une des grandes étapes. Nous avons eu un squelette qui nous permet d'espérer, qui nous permet d'y croire. Je reste optimiste. Nous allons aller à Glasgow, mais Glasgow va peut-être être une COP, peut-être où il y aura peut-être moins de discours, mais peut-être une COP qui pourra peut-être donner des réponses concrètes à cet article 7. Mais il nous faut porter ensemble un plaidoyer, l'article 6, qu'il nous faut déverrouiller pour permettre aux pays qui sont des régulateurs comme nous aujourd'hui, les pays du bassin du Congo, qui ont besoin d'une économie alternative, collaborative, je l'ai dit tout à l'heure, basée sur la solidarité, qui permettent aux femmes, aux populations riveraines, aux populations communautaires qui vivent de cueillette et de pêche, ça a été rappelé également ici, de pouvoir lever donc cette économie alternative parce que l'Afrique, des pays du bassin du Congo, nous avons droit également à un développement durable intégral. Je prends souvent un exemple tout bête. Nous préservons pour le reste de la planète. Ce n'est pas le fait de la nature, cette conservation. C'est une volonté politique qui s'est exprimée en choix. Nous, au Congo-Brazzaville, c'est 11% du territoire qui a été préservé au travers de 17 aires protégées sur 69% de végétation au Congo. Sans compter que nous avons des puits carbone, je l'ai rappelé, que nous partageons avec la République démocratique du Congo, les tourbières de bassin du Congo. Aujourd'hui, vous prenez les 222 millions d'hectares de forêt du bassin du Congo, près de 10 à 20% de séquestration de carbone, vous y ajoutez les 31 milliards de tonnes de séquestration de carbone qu'il y a dans les tourbières, je vous en laisse en faire l'addition. Mais nous avons besoin de ces financements pour aller vers ce qu'on appelle la transition écologique, la transition énergétique. Donc nous ne pouvons pas simplement, constamment venir sur ce type de panel. Nous remercions les organisateurs avant la COP de nous offrir ce type de tribune qui nous permet d'interpeller
mais les consciences en expliquant tout simplement que les populations des pays du bassin du Congo, en fin de compte, nous sommes le dernier des remparts, puisque aujourd'hui il est avéré que le bassin de l'Amazonie est un émetteur. Vous comprenez? Et donc, même au travers de nos CDN, nous n'avons même pas besoin de nos CDN aujourd'hui, puisque nous arrivons au travers de ce que nous avons séquestré, de pouvoir nous-mêmes, vous voyez, réguler pour le reste du monde. Quelqu'un a parlé tout à l'heure, je pense que c'est vous, madame, du basculement du GIEC, qui le rappelle, et du secrétaire général des Nations Unies, que j'interpelle régulièrement. On ne peut pas dire, vouloir tout et le contraire de tout. Je n'ai jamais entendu dans la bouche du secrétaire général des Nations Unies le mot bassin du Congo, le mot 10% de biodiversité du bassin du Congo. Mais de quoi nous parlons? Nous sommes, c'est avéré, le régulateur aujourd'hui, le dernier des remparts, même pour protéger les populations autochtones. Mais aujourd'hui, le bassin du Congo vous dit, nous avons un pipeline de projet, un plan d'investissement donc, issu des CDN. Nous avons un fonds bleu pour le bassin du Congo, et nous parlons d'une seule voix tous les 16 pays. Mais vous n'allez pas nous dire que nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous avons donc besoin de cette économie solidaire et circulaire. Donc j'interpelle toutes les consciences qu'il y a ici, qu'au-delà de toutes les cartographies qui ont été projetées, des chiffres qui se rapprochent les uns des autres, il y a des populations qui ont réellement besoin de cette économie de substitution pour continuer à donner ces services, à protéger le reste de la planète, afin que nous ne basculions pas entre des chiffres entre 2-3 degrés Celsius et que nous ne respectons pas les accords de Paris. Donc aujourd'hui, nous sommes les moins pollueurs et nous avons besoin de cette économie, de ces financements. Nous avons les projets. Et donc les femmes au centre de tout ça, aujourd'hui, les chiffres ont là également été rappelés, j'apprécie, 12% des femmes portent les questions d'environnement, mais au-delà des 12%, c'est pratiquement 75% des femmes qui sont mobilisées au quotidien et qui protègent ce parterre végétal. Et donc aujourd'hui, vous l'avez dit, il est question de justice sociale, d'équité. Nous demandons tout simplement un retour naturel. Nous n'avons même pas à quémander. Nous demandons au reste du monde de nous aider à nous protéger nous-mêmes. Parce que la planète va demeurer, va survivre, mais l'humanité va disparaître. Le monde des vivants va disparaître. Et nous ne pouvons pas être là comme ça, à ne pas interpeller les uns les autres, vous comprenez? Moi j'ai traversé l'Atlantique, je suis venue ici, je suis arrivée ce matin, j'ai saisi cette occasion qui m'est offerte par la ville de Paris, la mairie de Paris, pour porter à la veille de la COP ce message poignant des pays du bassin du Congo. Nous ne sommes plus simplement des politiques, nous sommes devenus des techniciens. Parce que nous avons compris les enjeux du climat aujourd'hui. Aidez-nous à vous aider. L'Afrique ne peut pas rester pauvre pour que les pays riches vivent bien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors moi j'aimerais vous faire une confidence avant de vous quitter. Je ne suis jamais allée au bassin du Congo. Et je viens d'entendre des choses absolument inspirantes. Alors on le sait, c'est la deuxième forêt tropicale au monde, on le sait, c'est le cœur vert de l'Afrique. Et parce que nous devons interpeller nos leaders économiques et politiques, et c'est ce qu'on va faire à Glasgow notamment, pour investir, mais pour investir réellement dans la transition écologique, parce qu'on est bien loin du compte et on est bien loin des promesses qui ont été faites en 2015. Je vous propose, mesdames, que nous créions ensemble la première coalition du Women's Forum qui pourrait se dérouler l'année prochaine là-bas. Allez, let's go. Let's go. Si je suis revenu sur son intervention, c'est parce qu'elle a eu des paroles très fortes que je trouvais très justes. C'est-à-dire qu'en même temps, elle pose très bien les enjeux. C'est-à-dire que cette conscience aujourd'hui qu'ont tous ces pays du bassin du Congo, de la préservation des forêts, de leur écosystème, et de devoir prendre en compte cette préoccupation dans leur développement économique. Mais elle met aussi cela dans la balance. Elle dit écoutez-nous.
écouter les réalités de notre terrain, écouter aussi les politiques que nous mettons en place, ne nous jugez pas à la va-vite, mais écoutez notre voix. Et je crois que c'était ça résume très bien cette initiative de Paris. J'ai voulu, la maire de Paris à travers moi l'a voulu également, que cette initiative de Paris soit un lieu d'échange, d'écoute, main dans la main avec nos partenaires, et non pas un lieu où nous venons donner des leçons de morale ou de bonnes pratiques. Donc là, on a des bases pour avancer. Nous sommes au début d'un chemin et nous allons ensemble trouver les bonnes solutions qui sont la nécessité de préserver cette forêt qui est essentielle pour nos partenaires du continent, pour nous-mêmes en Occident, puisqu'on voit bien les conséquences dramatiques que peuvent avoir le dérèglement climatique. Mais attention, prenons en compte la réalité, prenons en compte que ces pays ont besoin de se développer économiquement, prenons en compte le fait qu'ils ont leur propre écosystème, prenons en compte le fait qu'ils bougent, qu'ils mettent en place des mesures et travaillons main dans la main. L'agriculture sur brûlis et la forêt illégale, l'exploitation de la forêt de façon illégale détruisent la forêt et toutes nos forêts, et il fallait de nouvelles pratiques. Et j'ai démontré qu'au Congo, au niveau du gouvernement, des mesures sont déjà prises pour essayer de endiguer sur ces pratiques-là. Et donc interdire l'agriculture sur brûlis, favoriser arrêter les pesticides pour plutôt des engrais biologiques. Et il y avait également l'irrigation qu'il fallait prioriser. Nous parlons des forêts et de la préservation des forêts, et c'est vrai que sur le continent africain, une grande partie des forêts se situe en Afrique centrale. J'ai pu m'en rendre compte en allant sur place. On a toujours l'impression que c'est un tel jardin d'Éden. Il y a une telle profusion de la forêt, des fleuves, de la biodiversité, toutes les possibilités pour faire pousser tous les fruits et légumes imaginables. Et donc on a l'impression que c'est infini, que voilà, cette forêt sera toujours là, qu'on pourra continuer à utiliser son bois, etc. Mais on se rend compte que en fait la forêt souffre également. Alors elle souffre beaucoup d'exploitation de la part de grandes compagnies internationales, mais également peut-être de certains usages qui réclament aujourd'hui d'être mis en cause. Ce qui était intéressant là pour nous, c'était de montrer avec les intervenants venant d'Afrique centrale, c'est pas Paris qui parle à la place de l'Afrique centrale, que des savoirs anciens, des méthodes agricoles anciennes, l'agroécologie, l'agroforesterie, la science des bois sacrés, que tout ça doit servir aujourd'hui, être un peu plus remis au goût du jour, et qu'il faut, une des interlocutrices que j'interviewais disait, mais voilà, il faut aussi qu'on réapprenne à faire confiance aux communautés, parce que quand on confie aux communautés la préservation et la bonne tenue de leur patrimoine naturel, en l'occurrence la forêt, eh bien elles démontrent qu'elles savent mieux l'entretenir que quand parfois ce sont des grandes compagnies. L'Agence française de développement construit avec l'État congolais en ce moment même un programme d'utilisation durable des terres qui vise en fait à replacer au cœur des stratégies nationales d'orientation du territoire congolaise la forêt, le patrimoine exceptionnel de la biodiversité et le patrimoine donc boisé exceptionnel de la République du Congo. Et donc moi je suis responsable de ce projet pour le compte de l'Agence française de développement, et donc j'entretiens des liens étroits avec les autorités congolaises, mais également avec les parties prenantes congolaises, les organisations de la société civile, les ONG environnementales, les partenaires techniques, pour essayer de proposer donc un programme dirons-nous équitables, qui permettent donc de sécuriser le patrimoine naturel exceptionnel de la République du Congo par une stratégie nationale d'aménagement du territoire appliquée et cohérente.